14 aussi. Quand ce joueur a le ballon. Bonsoir, merci de nous faire confiance et très heureux de retrouver le studio pour ce nouveau numéro de C'est le foot durant la pandémie du Covid-19. Eh bien, vous avez été très nombreux, et oui, à nous suivre en mode télétravail. L'occasion pour nous, Steve, évidemment, eh bien, de remercier, pourquoi pas, eh bien, tous ceux qui ont été au rendez-vous quotidien durant la crise. Bonsoir, Steve. Bonsoir Richard et bienvenue bien sûr nos invités. Et on va aussi remercier tout le monde, comme on a dit, pour ces émissions qu'on a fait en quelque sorte à distance. Donc ça nous a permis quand même de garder un petit peu le contact avec le milieu du football et d'avoir des idées diverses sur l'actualité et sur l'évolution de ce qui va se passer. Et aujourd'hui, donc c'est avec plaisir qu'on est là, à retrouver un petit peu l'élan du nouvel élan en attendant la reprise du football. Alors, au rang des invités, évidemment, sur le plateau, le club de Dynamo qui accède à la Régionale 1, et cela après plus de 27 ans, au purgatoire, j'ai presque envie de dire. Avec son président qui est présent, à savoir Eugène Dibois. Bonsoir, président. Bonsoir. L'entraîneur adjoint, lui, il est là, et il est également présent, Jean-Baptiste Bénuffet. Bonsoir. Bonsoir. Ainsi que, eh bien, Max Lindor. Alors, Max Lindor, c'est celui qui a eu l'occasion d'évoluer dans plusieurs clubs. Il a fait la Red Star, il a fait la S Nénuphar, il a fait, évidemment, je crois, il a d'abord commencé avec la S Carénage, et c'est lui qui fait des beaux jours actuellement en tant qu'attaquant de cette équipe du Dynamo. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons Théo Nestor. Alors Théo Nestor, c'est un jeune footballeur guadeloupéen de 19 ans, quasiment 20 ans cette année, si je crois bien, parti à Glasgow. Eh bien, c'est en Écosse. Il est parti à la fin du mois d'août 2019 pour jouer au foot et obtenir, par la même occasion, eh bien, un diplôme universitaire. Ça va, Théo? Ça va très bien. Sûr? Oui. Alors, bienvenue, évidemment, sur le plateau du Canal 10. Joël Lambert, c'est un habitué aussi le foot, éducateur sportif. Sa présence est très significative sur le plateau. Bonsoir, Joël. Bonsoir à toi, bonsoir à Steve et aux auditeurs de Canal 10. Voilà. Mais d'abord, chers amis téléspectateurs, eh bien, je vais présenter au nom de Canal 10 et à mon nom personnel, eh bien, les condoléances à la famille à la famille Seprika. Pourquoi la famille Seprika? Tout simplement, c'est à la suite du décès, eh bien, de Claude, qui, je reste persuadé, messieurs, que vous connaissiez très bien, Claude Seprika. Sur le plateau, vous le connaissiez? C'est une question. Oui, on le connaissait. D'accord. Moi, personnellement, je le connaissais. En tant que sportif, en tant que journaliste, je l'ai rencontré, j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et puis, c'est une famille de sportifs aussi, puisque son frère est également dirigeant de l'USGB. Eric. Voilà. Parfait. Alors, Claude, et c'est quelqu'un avec qui j'ai de très bons rapports. Oui. Nous avons collaboré pendant 12 ans à RFO à l'époque, puisque c'est ainsi qu'on appelait la station, qui se trouvait dans un premier temps au Mont-Michel, puis ensuite au Mont-Bernard. Donc pendant 12 ans, nous avons travaillé. Et ce que je retiens de Claude, c'est cette simplicité. C'est quelqu'un qui n'hésitait pas, lorsqu'il ne connaissait pas quelque chose, par exemple, il ne maîtrisait pas le football, et bien il me disait, bon, Richard, en besoin des informations. Moi, je trouve ça formidable, j'ai toujours trouvé ça formidable, de par sa simplicité. Il était là pour simplement, eh bien, déjà dans ce premier temps, faire son travail correctement, parce que c'était avant tout un très bon professionnel. Un professionnel et d'une simplicité, d'humilité qui... Moi, j'avais reconnu sa voix une fois, c'est seulement ça qui m'a fait, et c'est vrai que je l'entendais beaucoup pendant le tour et tout ça, et on l'a rencontré plusieurs fois, nous, dans les loges, et j'étais surpris de le découvrir justement parce que j'entendais spécialement. Donc c'est vrai, c'était une personne très discrète et très investie, on va dire, dans le sport, et qui donnait aussi beaucoup de son temps. Avec un frère qui est très impliqué aussi dans le football, à Marie-Galante, à savoir Eric. Oui, que je connais, avec qui j'échange régulièrement. Parfait. Alors, je réitère ce que je viens de dire. Condoléances attristées, et oui, à la famille Seprika.
Sans oublier du reste que nous avons en direct avec nous sur ce plateau, pas sur le plateau, mais par téléphone, eh bien, Marcel Fidlin, eh bien, c'est le coach de cette équipe de Dynamo, le nouveau coach de cette équipe de Dynamo, qui sera avec nous d'ici quelques instants. Mais une accession en Régional 1, c'est une première pour vous, en tant que président de ce club, puisque vous avez eu l'occasion d'évoluer dans d'autres clubs. Et je le disais, c'est une première aussi pour cette équipe de Dynamo après 27 ans, puisque vous avez connu la division d'honneur il y a de ça quelques temps. 27 ans après, eh bien, vous retrouvez la division d'honneur. D'abord, vous, en tant que président, qu'est-ce que ça évoque chez vous? En tant que président, je ne dirais pas que c'est un aboutissement, c'est un peu le résultat d'un travail que nous avons commencé depuis bientôt 4 ans. Le club était en première division et il y a 4 ans. Nous avons voulu changer les choses et nous avons commencé un travail. Mais c'est un travail qui se fait, c'est un travail que nous étions partis pour faire sur 5 ans. Nous avons pu réaliser l'objectif en 4 ans, ce qui est pas mal. C'est une grande satisfaction, parce que pendant ces 4 années, je peux vous dire que ça n'a pas été une chose facile. Mais nous sommes des combattants. Nous sommes allés, il y a 3 ans, chercher des joueurs comme Max. De talent, peut-être. De talent. Comme Max. Capable d'amener un plus à ce club. Voilà. C'est ça? Et au bout de 3 ans, nous avons ce résultat-là. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais il faut savoir aussi que, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, il ne suffit pas de monter pour monter. Oui. Il faut aussi monter dans les conditions pour pouvoir répondre aux exigences de la Régionale 1. Et c'est un peu la question que j'ai justement posée à l'entraîneur adjoint qui est avec nous là, savoir Jean-Baptiste Bénuffet. Une saison, vous êtes dit à un moment donné que c'est la bonne pour vous? A priori, je dirais oui, parce que ça fait moi, ça fait ma 2e année que je suis avec la Dynamo. Il y a une préparation qui a été faite, je dirais, depuis ce 10 ans que je suis. Donc, c'est la suite de ce travail, le fruit qu'on a récolté. Et que je disais aux joueurs que normalement, la saison qui a été écoulée, vous devriez la jouer normalement sans de coach, sans entraîneur, logiquement. Parce que vous avez toutes les possibilités, vous avez toutes les je dirais, les bonnes atouts en main, en pied, plutôt avec les pieds en pied. Donc, à ce moment-là, ces messieurs, donc, ils ont décidé que voilà, donc il n'y a pas autre affaire. On doit accéder à la R1, donc ça a été fait comme ça du Covid, mais bon, c'est les aléas de la vie. Nous prenons la direction, merci en tout cas Jean-Baptiste, nous prenons la direction de Paris précisément. Alors pourquoi Paris? Pour rencontrer Marcel Fidlin. Alors Marcel Fidlin, c'est le nouveau coach de cette équipe de la Dynamo. Il est en direct avec nous par téléphone. Bonsoir Marcel Fidlin. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Merci de rester aussi tardivement d'ailleurs pour ce direct sur Canal 10. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Ah, ça vaut le coup, ah, ben, ça c'est bien, ça c'est vraiment le sportif, je retrouve chez vous, carrément, je dirais le coach avéré qui a envie de porter un plus à cette équipe de la Dynamo. Alors, il y a eu le Stade Lamantinois auparavant, et aujourd'hui c'est la Dynamo. Pourquoi ce changement d'abord? Écoutez, avant de me retrouver au Stade Lamantinois, j'avais été sollicité par quelques clubs de la Guadeloupe. Oui. J'ai fait mon choix au Stade Lamantinois, je ne le regrette pas du tout parce que j'ai connu des gens formidables. Oui. Il y avait une grosse présence, beaucoup de bénévoles. Bon, malheureusement, il est arrivé un moment où je ne m'entendais pas avec certaines personnes, mais je ne regrette pas, j'ai eu de très bons contacts avec les joueurs. Pour moi, c'est la vie, j'avais pris la place de quelqu'un, c'est normal que quelqu'un d'autre prenne ma place. Maintenant, je suis arrivé, j'étais en pleine réflexion, est-ce que je retournais en métropole parce que mon ancien club de Montreuil m'avait sollicité à nouveau. Et puis voilà que M. Desbois, je l'ai eu au téléphone, il a su me convaincre. Et puis je crois qu'on est sur la même longueur d'onde où on n'a pas envie seulement de faire des footballeurs, on a envie de faire des hommes.
Et socialement, on est là pour pouvoir les aider. Mais en tout cas, je ne regrette pas d'être... je disais avant d'arrêter qu'il fallait que j'entraîne un jour mes compatriotes. Et puis, je suis très, 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 très content, très heureux d'entraîner les jeunes de la Guadeloupe parce que en ce moment, je vis quelque chose de très agréable. Et je serai toujours là pour défendre ces jeunes Guadeloupéens. Je vis quelque chose de très agréable, c'est quoi? Ben, écoutez, moi j'ai un âge avancé. Je me rappelle ma génération, on ne pouvait pas autant échanger avec l'entraîneur et les joueurs les plus anciens. Et puis je me retrouve en Guadeloupe où mon entourage disait tout le temps ouais, ou pas qu'arriver, puis c'est mon Guadeloupe là, ou pas qu'arriver, puis c'est mon Martinique là. Et puis je suis agréablement surpris que le footballeur guadeloupéen, parce que je connais pratiquement que les footballeurs, ils sont dans l'échange. Et ils ont quand même des réflexes. Si je fais une comparaison par rapport aux joueurs que j'ai entraînés en métropole, moi je trouve que et si on avait les mêmes moyens, je pense que on aurait sorti beaucoup plus de joueurs. Et ce que j'aime bien avec le joueur guadeloupéen, il est dans l'échange. Et c'est ça qui me fait avancer. J'ai hâte de reprendre avec. Et tactiquement, on pensait qu'ils étaient limités. Quand on parle de tactique, ils ont les yeux écartés comme ça. Et c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que j'arrive à l'entraînement en courant. Pour le moment, j'arrive pas en reculant. C'est ça le plus important. Oui, alors, je crois savoir aussi que vous avez un passé assez significatif, puisque vous avez été, je crois, un agent de joueur, justement, avec l'Olympique Lyonnais, c'est bien ça? Non, pas du tout. Je n'ai pas été... Alors, juste pour dire un peu... votre rôle avec Lyon, c'était quoi? Voilà. Non, j'ai fait partie, de plus de 15 ans, je faisais partie de la commission technique Seine-Saint-Denis avec Jean-Claude Lafargue. Et puis, j'ai été salarié du LOSC Le Lille. J'étais recruteur observateur en région parisienne pendant plus de 6 ans. J'ai aussi recruté un peu pour l'équipe Le Mans. J'ai aidé pas mal de recruteurs. Après, ce qui se disent souvent, c'est que l'Île-de-France est la région, après le Brésil, où on peut sortir, il y a le plus gros potentiel en Europe. Et moi, la comparaison que je fais dans ma tête, je me disais, putain, si les joueurs en Guadeloupe, ils avaient les mêmes structures qu'en région parisienne, je suis persuadé qu'on pourrait sortir autant de professionnels qu'ils arrivent à en sortir à Paris. Après, je tire mon chapeau pour les entraîneurs en Guadeloupe parce que, vu les structures, l'état du terrain et tout ce qui arrive derrière, et c'est pour ça que, nous, quand on faisait nos séminaires à Lille ou bien dans les autres clubs professionnels, on disait que le joueur aux Antilles, pour qu'il soit une chance d'être pro, il faut qu'il parte avant 16 ans. Parce que, et quand je regarde un peu, j'ai été voir des matchs de jeunes, effectivement, dans la série 13-15 ans, en Guadeloupe, nous ne sommes pas trop en retard par rapport à l'Île-de-France. Mais après 15 ans, c'est vrai que ça devient beaucoup plus dans la complication. Oui. C'est pour ça que quand j'ai arrêté le Stade de la Valentinoise, je me suis dit, est-ce qu'il ne faudrait pas que je bascule dans la préformation ou bien est-ce que je revienne dans l'entraînement? Et puis je constate que en entraînant les seniors, on s'en rend compte, on refait dans la préformation. Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est pas un contrôle qui est le plus important, c'est un contrôle orienté. Et moi, je suis persuadé et ferme dessus, c'est que si en Guadeloupe, on a les mêmes structures que la région parisienne, je suis sûr qu'on peut sortir proportionnellement qu'à Paris, je suis sûr qu'on peut sortir autant de trop. Vous restez toujours avec nous parce que c'est très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, mais on continue justement ce tour de table, puisque dans cette équipe, je l'ai dit, dans cette équipe de Dynamo, eh bien, il y a un attaquant, Max Nedor, qui a bien bourlingué et qui finalement a déposé sa valise avec Dynamo. Pourquoi? Oui, bonsoir. Bonsoir. Non, en fait, avec l'âge avancé, je me suis dit qu'à 31 ans, j'ai des potes à moi à la Dynamo, ça fait 3 ans que j'y suis. On va voir d'ailleurs quelques images concernant ce club de Dynamo. Voilà, 3 ans, et puis je suis venu 3 ans, j'ai dit au président tout de suite que c'est pour la montée. Je ne viens pas pour venir, pour terminer une carrière, non, c'est juste pour faire monter le club en 3 ans. Et on a réussi. Je suis très content, franchement, je suis très content. Parce que quand j'étais au CSM, j'ai gagné des trophées, tout ça, mais même meilleur buteur et tout, mais la fierté de faire monter un club, c'est très fort aussi, tu vois. Ça montre que voilà, ça fait 3 ans, on a travaillé, on a cravaché avec les divers entraîneurs et tout, les joueurs.
Et je pense que c'est une récompense. Bon, alors, c'est vrai, donc une montée méritée, j'ai presque envie de dire, pour ce club. Maintenant, il faut rester. Et président, pour rester, quels sont les moyens que vous allez mettre de votre côté, justement, pour y parvenir? Les moyens pour y parvenir, déjà, avoir une bonne collaboration entre les joueurs et le nouveau coach et l'administration du club. Mettre en place une bonne administration. Oui. Mettre en symbiose, parce que c'est extrêmement important, mettre en symbiose toutes les catégories de jeunes avec l'équipe senior. Nous sommes partis et nous avons ce coach avec nous parce que précisément l'ambition du club aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre la sortie de jeunes. Donc il sera aussi le responsable technique du club, de façon à nous permettre d'arriver à quelque chose de convenable, je dirais, à structurer et à sortir des jeunes, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a mis en place des structures en Guadeloupe pour permettre aux jeunes de pouvoir faire du football leur avenir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner à ces jeunes les moyens d'y parvenir professionnellement, socialement. La Dynamo est un club qui ne vient pas que pour jouer au football et avoir forcément des trophées. Nous venons pour faire un travail social, un travail pour permettre aux jeunes d'évoluer, de devenir des jeunes Théo Nestor. Donc, c'est ce à quoi nous nous engageons. Donc, nous sommes rentrés dans ce schéma-là, et le nouveau coach, qui, comme je l'ai dit, sera notre directeur technique, il va également gérer aussi la préformation du club, parce que nous allons mettre en place, mais ça c'est, je dois le dire, avec pas plus, avec mais les moyens, avec les moyens. Vous avez des moyens pour cela? Nous aurons des moyens pour cela. Nous allons nous donner les moyens, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on va avoir les moyens ou qu'on veut avoir les moyens, il faut se donner les moyens. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut être en capacité de se donner les moyens. Donc, Marcel Fidlin, j'aurais à préciser peut-être un certain nombre de choses. Marcel Fidlin, vous avez une feuille de route qui est assez corsée, hein, pour réussir en tout cas votre pari avec ce club. Écoutez, moi le discours de M. Desbois m'a plu, puisque comme moi je vous ai dit, c'est un côté social, et puis je n'aurais pas voulu seulement faire des footballeurs, des hommes. Moi maintenant, c'est que là je suis dans le corps de ce que je sais faire. C'est que je ne dis pas que je vais faire un joueur signé dans un club, mais en tout cas j'ai encore un réseau à la région parisienne, même un peu plus, où je peux me permettre certains joueurs qui vont faire des essais, que ce soit des essais pour entrer dans un centre de formation, ou bien des essais pour jouer dans une équipe en National 2, ce que j'ai pu faire l'année dernière, puisqu'il y a un joueur du stade que j'ai fait signer en National 2 à la région parisienne. Mais moi je dis bien, c'est pas grâce à Marcel Fidlin, il a joué en National 2, c'est grâce à ses qualités. Après, le moment, c'est Matt Dessay, et c'est à lui de montrer toutes ses qualités. Bon, moi, je suis Monsieur Desbois, ce que le club me demande, je rêve doucement dans ma tête. C'est ce qu'on arrive si on arrive à avoir un partenariat avec un club, je demande pas avec un club tout en haut de Ligue 1, mais un club en Ligue 2, pour pouvoir faire ces gamins connaître autre chose que ce qu'on connaît dans notre île. Et je pense que là, au moins, ils sauront déjà un peu c'est quoi leur niveau par rapport au haut niveau. Et c'est ça qui est un peu dans ma tête. Mais en tout cas, le petit plus que j'essaierai de l'emmener grâce à mon expérience, mais je crois que les éducateurs de la Guadeloupe ont déjà fait un gros boulot, puisque je trouve que mentalement, les joueurs en Guadeloupe, ils sont déjà un peu en avance par rapport à ce que j'ai connu en région parisienne. Merci beaucoup, M. Fidlin, d'avoir été en direct dans cette émission. J'aurais pu vous garder pendant plus longtemps, mais vous savez, nous sommes un peu pris par un certain nombre d'obligations d'antenne, cela s'entend.
et des obligations qui vont d'abord commencer par la page de publicité, encore qu'il nous reste 2 petites minutes, on peut déjà parler, pourquoi pas, avec l'entraîneur adjoint, puisque, à savoir Jean-Baptiste Benifé, pourquoi pas. Alors, ce club... Oui. Écoutez, je vous remercie pour tout, et puis vous avez mon téléphone, et puis en tout cas, c'est pas seulement... Juste ma dernière phrase, moi, ce que je peux apporter, c'est pas uniquement pour les joueurs de la Dynamo. Oui. On voit tellement de bons joueurs de la Guadeloupe qui arrivent en région parisienne, ils vont pour faire leur étude, et ils savent pas à quelle porte frapper pour trouver un club. Vous avez mon téléphone, si vous le communiquez à quel que soit le joueur qui va en région parisienne pour ses études ou pour autre chose, je peux les mettre en contact avec des clubs, quel que soit le club de la région parisienne, puisque il y a certains clubs qui connaissent encore mon nom, et ça, je suis prêt à aider mes compatriotes. Voilà, merci pour tout. C'est parfait, merci en tout cas pour votre collaboration, et puis bon vent avec cette équipe de la Dynamo. Nous marquons une pause couleur dans cette édition, et on se retrouve juste après pour parler, pourquoi pas, puis encore de football, avec notamment Théo Nestor, et on va parler aussi, et bien entendu, de l'éducation sportive avec notre éducateur qui est présent, à savoir Joël Lambéwa, tout de suite. Retour en plateau, merci beaucoup Steve. Retour en plateau avec évidemment les invités. Et une question très intéressante, Steve. Non, c'était juste, juste avant, je voulais en parler, c'est au niveau des infrastructures, justement, qui sont mises à la disponibilité de votre association. Je voulais savoir si vous rencontrez des problèmes ou pas, exactement. Ouais. Je vais... Parler au nom des joueurs, entraîneurs. Bon, alors, nous rencontrons énormément de difficultés. Okay. De quel ordre? Alors, d'un point de vue matériel déjà, technique. Puisque nous nous entraînons pour ce qui concerne les seniors, les jeunes de U13, U11 s'entraînent à la Croix, les U17, les U15 et notre école de foot s'entraînent au stade de Sergent, sur le 3e terrain du stade de Sergent. Donc déjà, nous avons cette coupure d'organisation que nous devons subir. Deuxièmement, nous partageons le terrain de la Croix avec les anonymes, le club des anonymes. Donc nous ne pouvons pas valablement, et avec une section, une petite équipe de section de la Croix. Donc on se retrouve parfois à utiliser la moitié du terrain. Et très souvent d'ailleurs. Donc c'est une vraie problématique pour un club de Régional 1, puisque nous sommes en Régional 1, même en Régional 2 également. Et en ce qui concerne le matériel maintenant, très souvent, les éducateurs sont obligés de mettre dans le coffre de leur voiture, ballons, tout le matériel nécessaire. Et parfois, les conditions ne sont pas... Alors, moi, j'ai dû, pour réussir cette année, j'ai dû carrément fermer comment ça s'appelle, des toilettes, réquisitionner des toilettes fermées à clé pour déposer le matériel. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce que vous réclamez à la collectivité? Déjà une concertation pour qu'on puisse voir dans quelle mesure nous pouvons, d'une part, nous retrouver déjà à un seul endroit. Le stade de la Croix nous va très bien. Deuxièmement, en ce qui concerne le matériel, nous donner la possibilité de stocker notre matériel à la Croix pour que les éducateurs n'aient pas à charger dans leur voiture, décharger, etc. Ce qui rend encore leur travail plus pénible. C'est du bénévolat. On s'occupe des jeunes de Moule. Donc, je pense que ça nous aiderait beaucoup à pouvoir assumer la tâche que nous avons. En fait, un local pour stocker tout le matériel, voilà. Les maillots, un endroit pour ne pas les... Dans la continuité, assurer aussi, pendant qu'on y est, je profite, les ballons parfois traversent la rue, la nationale. Et c'est extrêmement dangereux quand le ballon traverse et que
les jeunes vont récupérer les ballons. Donc, ils sont obligés, prennent des risques pour pouvoir récupérer les ballons. Donc, il y a une concertation qu'il faut avoir avec la municipalité de façon à ce que nous puissions... Ou pas? On a déjà approché. Et alors, on attend, mais on a accroché depuis déjà plus d'une année. Et au niveau de l'éclairage? Au niveau de l'éclairage, nous avons peut-être sur 12 ou 16 lampes, il n'y a que la moitié qui fonctionne. Oui, mais ça, ce sont des choses qu'il faut remonter au service Donc, technique, par exemple. vous voyez, mais ça a été remonté avec des écrits, avec des interventions. Je crois que ce qu'il faut vraiment mettre un petit peu, ce qu'il faut vraiment mettre un petit peu en évidence, c'est le fait que vous soyez justement dans l'élite du football guadeloupéen. Alors maintenant, il y a des exigences. Voilà, il y a des exigences. Je dois dire que quand même la municipalité a fait un geste puisqu'on nous a donné un nouveau local qui va nous permettre d'agrandir les activités que nous allons avoir, puisque aujourd'hui, le club va faire d'autres propositions à ses adhérents et nous allons avancer aussi de ce pas-là. Tout n'est pas négatif. Alors, maintenant, une question. Ouais, j'aurais voulu aussi poser une question. Ils vont rentrer dans un nouveau championnat. Il y a un nouveau système aussi. Alors, on va peut-être s'orienter vers M. Bénifé et savoir un petit peu son avis personnel avec justement un championnat avec match aller de poule de 9. Ouais. Donc, et après une poule haute et une poule basse qui va établir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce système-là qui est mis en place? Je dis que c'est un début, mais à mon avis, avoir deux poules hautes, une poule haute, une poule basse. Ouais. Après, les 6 ou les 6 derniers. Donc, ils seront plus ou moins après, c'est vrai que après. c'est une saison en transition pour exactement. essayer de régulariser et de retrouver. Oui, parce qu'on va se retrouver à 14 après. La saison après. Exactement. Surtout après les autres, ils seront un peu délaissés. Donc, après, c'est une première. C'est mais vrai que après, c'est spécial parce que les 9 matchs, on ne sait pas où est-ce qu'on va les jouer sur les terrains neutres. Donc, ça ne ressemble pas vraiment à un championnat. Exact. Même quand on a un championnat, il y aura en plus des matchs de coupe, accompagnés de la Coupe de la Guadeloupe, la Coupe de France. La Coupe de France qui va commencer en début, après la Coupe de la Guadeloupe. Donc c'est vrai que ça va être ce sera très complexe. Très compliqué. Et bon, après, c'est surtout la gestion en tant qu'entraîneur aussi. Les approches des matchs. Voilà, et du championnat, ça va être beaucoup plus des matchs coupes en quelque sorte. Vous avez déjà conduit une réflexion là-dessus? Ce seront des matchs coupes. Ouais, vous avez déjà conduit une réflexion là-dessus? Non. Bon, alors pensez-y. Et les joueurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? D'accord. Alors... Et les joueurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? On a un véritable problème parce que les 8 matchs en question lors de la première phase, on ne sait pas où on va les jouer. On ne sait pas qui sera logiquement, ça club devrait être sur un terrain neutre, Non, logiquement. Non, mais il y a forcément un club qui reçoit l'autre. Non, parce qu'il n'y a qu'un match. Non, mais ça pose un problème. Oui. Ça pose un gros problème. C'est la Ligue qui va mettre en place. Oui, mais ça pose un gros problème de gestion. Parce que, je ne sais pas, moi, je ne remets pas en cause absolument rien du tout. Mais je me dis que je vois mal la Ligue venir gérer un match de championnat à Moule, alors que nous sommes théoriquement on est en match de championnat avec, normalement, nous devons recevoir. Après, quand vous avez rencontré CSM, ça n'a pas gâché grand-chose. Hein. Mais par contre, il y aura une équipe, la complication, exempt sur chaque week-end. Donc en plus de ça, la complication des terrains, donc c'est un autre souci aussi. Oui. Donc ça, il faut dire que ça fait l'objet d'un grand débat. Mais nous aurons l'occasion évidemment, Steve, de revenir sur la situation. Alors Théo, c'est vrai, Théo Nestor, là je m'adresse au directement à toi, là maintenant, 20 ans, c'est vrai. Tu as fait plusieurs clubs en Guadeloupe avant de j'allais dire signer, c'est pas le mot. Puisque tu es en division 3 avec simplement une équipe qui se trouve au Glasgow, c'est le Caledonian Braves. Oui. Alors, d'abord, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à partir là-bas? D'abord, avec quel club? On essaie de te connaître un petit peu mieux. Tu vas te décrire. Tu es parti très jeune, à 19 ans. Bon, d'accord, tu es parti à 19 ans, mais avant de partir, tu as fait plusieurs clubs quand même. Alors,
J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans à l'USR. Oui. Ensuite, j'ai été à la Juve Nice, où je jouais en tant que gardien. Puis je me suis blessé à l'âge de 11 ans. C'est vraiment ça l'histoire. Hein. Alors écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Je me suis blessé à l'âge de 11 ans. Donc j'ai eu un traumatisme crânien aggravé où j'étais hospitalisé pendant une semaine au CHU. Donc disons que ça m'a un peu traumatisé du foot. J'avais pas forcément envie de reprendre. Par la suite, j'ai repris le foot à 15 ans à l'USBM, où j'ai fait 2 années. Ensuite, je suis parti à l'ASS, parce que ça ne se passait pas forcément bien à l'USBM. Et je suis parti pour mes études, donc après le bac à Lyon, où j'ai joué en universitaire. Et c'est mon coach de l'université qui m'a inscrit dans une détection, où j'ai pu après partir à Glasgow. Oui, tu es parti à Glasgow. C'est ta première saison à Glasgow, oui. Oui. Alors, première saison, mais là, tu es justement dans l'équipe jeune, des U20. Exactement. Enfin, c'est ma dernière année U20, puis je passe U23. Oui. Parce qu'il faut dire, partir à Glasgow, en Écosse, mais tu avais 2 objectifs. D'abord, t'affirmer en tant que footballeur, et puis aussi obtenir ton diplôme universitaire. C'est ça. Oui. En fait, en jouant pour une académie, j'ai eu l'avantage d'allier foot et école. Et disons que mon père m'a toujours soutenu pour ce qui est foot. Et ma mère a toujours fait en sorte que je lâche pas l'école de vue. Donc pour elle, c'était en tout cas, disons, l'alliance parfaite pour partir à Glasgow. D'accord. Et alors, et ce diplôme, OTM, qu'est-ce que ça... En fait, c'est le diplôme de l'ESOL qui fait qui atteste que je suis bilingue à l'échelle européenne, qui me permet d'éventuellement préparer le TOEFL. Donc, à l'international, le diplôme international. Et à côté, on a des cours par correspondance au Johan Cruyff Institute qui se trouve à Barcelone, où on prend des cours de football management et de sport business. D'accord. Alors, c'est vrai, il faut dire que tu es pris en charge à 100%, c'est ça? Le club est nourri-logé. Enfin, on est nourri-logé, on se retrouve avec plusieurs... sachant qu'en fait, c'est plus une académie qu'un club, donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres sports, notamment le rugby, le basketball, et des filles qui font de la danse. Donc en fait, on se retrouve tous dans un logement et on vit en communauté. Alors, pourquoi tu es ici? Simplement, tu es venu passer le confinement avec ta famille. Tu tenais absolument venu passer le confinement avec ta famille. Exactement. Et puis, comment ça s'est passé? Tu t'es trouvé d'abord dans un hôtel, je crois, en Guadeloupe. Je crois que c'était à Fort-Royal. Alors, en fait, notre saison s'est arrêtée à la mi-février, où on a commencé à avoir des soucis, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus remplir les stades, etc., jusqu'à ce que la Fédération écossaise de football décide d'arrêter la compétition. Donc on était au début tous confinés du coup dans nos logements, entre joueurs, et certains ont pris la décision de rentrer, donc dans leur pays d'origine. Et moi c'était un peu plus compliqué vu que je venais de beaucoup plus loin que les autres. Donc avec l'aide de la région, j'ai pu être rapatrié ici en Guadeloupe à la fin du mois d'avril. Donc ensuite j'ai été à Fort-Royal en 14e et maintenant j'ai pu enfin retrouver les miens. Bon, alors, donc tu es un préparateur physique ici, oui, puisqu'il faut quand même garder la condition. Exactement. Et si la situation reste en l'état, c'est-à-dire si tu ne peux pas repartir à Glasgow, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rester évidemment, tu vas jouer en Guadeloupe peut-être, non? Tu as la possibilité? Là, les mesures sanitaires pour le moment ne me permettent pas de repartir. Oui. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Mais si en tout cas j'ai pas la possibilité de repartir tout de suite, je vais commencer en tout cas la saison localement. Oui, ça te plairait de jouer avec peut-être la Dynamo. La saison. La Dynamo. C'est un peu loin géographiquement. Alors, peut-être. Justement, comment ça se passe pour toi la préparation physique là-bas? La préparation physique, en fait, je m'entraîne sur les terrains de l'ASS. Donc j'ai un préparateur que je vois 3 fois par semaine, où je fais des entraînements vraiment du spécifique football. Je suis seul avec lui et ça se passe très bien. D'accord. Et quand tu es à Glasgow? À Glasgow, en fait, j'allais en cours le matin. J'avais 3 jours de cours le matin. Et l'après-midi, on était toujours au foot. C'était de 13h à 17h, on était au foot tous les après-midi. Ensuite, on allait à la salle, ou on allait à la salle le matin, et ça faisait à peu près 12 heures de sport par semaine. D'accord. Et puis, il y avait aussi, en termes de préparation, il y avait aussi on avait la petite course. Il y avait ça aussi, non? La petite course, peut-être non?
Le petit footing? Au quotidien, ouais, à la salle, parce qu'à Glasgow il fait froid quand même. D'accord. Alors transition évidemment toute trouvée pour parler de cela avec Joël Lambert, qui est éducateur sportif. Donc Joël, c'est vrai quand on entend parler Théo Nestor, on fait comme d'habitude, je te tutoie puisqu'on se connaît depuis des années, Joël. Alors franchement, quand on entend parler Théo, toi en tant que préparateur physique, quel est ton ressenti? Mon ressenti, c'est tout simplement, c'est le travail. Ouais. C'est la première des choses qui émane de ce qu'il dit, c'est le travail. Il parle bien de 12 heures d'entraînement, il parle bien de salle, il parle bien de tout ça, donc c'est que le travail. Pour moi, le sport, ça va avec le travail, ça ne peut pas aller sans. On a beau essayer de mettre beaucoup les choix tactiques, oui. Les choix tactiques dans les entraînements, mais souvent on pense pas, on dénigre un petit peu le côté travail pur et intrinsèquement, c'est-à-dire faire travailler nos athlètes. C'est comme disait notre prédécesseur M. Antoine Géribin, qui disait répéter les gammes. C'est-à-dire répéter les gammes, c'est mettre du volume. Quand il parle de 12 heures d'entraînement, on parle bien d'un gros volume d'entraînement. Ça n'a rien à voir avec ce que nous pouvons rencontrer ici en Guadeloupe, où on travaille seulement, on va dire, 4 heures à tout casser. Le minimum. Okay. Là, on est en présence d'un jeune footballeur qui parle de 12 heures. Bon, après, c'est un autre statut, mais on voit déjà le haut niveau. Qu'est-ce que ça représente? On rentre justement dans le contexte de la préparation physique. Mais j'ai fait des recherches quand même. Et puis surtout, j'ai voulu connaître la mission d'un éducateur. Alors la mission d'un éducateur, c'est ce que j'ai comme information. Tu me diras si je me trompe ou pas. C'est d'abord aimer, transmettre, partager, donner et s'occuper des autres. En gros, c'est ça la mission d'un éducateur. Oui, justement. Et pour la préparation physique maintenant, si on veut avoir, disons, des footballeurs qui puissent répondre véritablement à une pratique qu'est le football, c'est quoi la préparation? Alors, je vais rajouter dans ta description quelque chose pour moi d'essentiel. Pour être, quel que soit le métier d'ailleurs, pour être préparateur physique, il faut aussi être un grand passionné. Oui. Et quand tu dis quelle est vraiment la mission première d'un éducateur sportif, c'est en fait de prendre un sujet, de prendre un athlète à un niveau. Pour moi, un préparateur doit prendre un athlète à un niveau ou un groupe d'athlètes à un certain niveau et ensuite sortir le meilleur de ces personnes. C'est-à-dire que si moi je prends Théo en préparation, donc moi je vais faire dans un premier temps des tests. Je ne peux pas prendre un groupe ou quelqu'un sans faire de tests. C'est-à-dire qu'il faut faire absolument l'état des lieux, voir ce qu'il en est, ou sur quelle ligne qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va améliorer, qu'est-ce qu'on va maintenir. Donc le but d'un préparateur physique, c'est de prendre un athlète à un certain niveau et le faire avancer. Donc mon rôle à moi, c'est exactement ça, c'est de faire progresser. Alors les gammes, parce que justement on va en parler, les gammes justement dans la préparation même d'un joueur, d'un footballeur, il y a une chose à mon avis qui est très importante, et peut-être qu'on n'a pas tendance à le faire en ce moment, c'est le footing. Le footing. Alors, je crois savoir qu'il y a beaucoup de clubs qui refusent de le faire en ce moment. Alors, est-ce que toi tu peux nous donner des précisions à cet égard, savoir est-ce que c'est un élément, est-ce que c'est un indicateur important si on veut, avoir des résultats potentiels? Alors, je dirais catégoriquement, les clubs ou les éducateurs qui refusent de faire le footing, ils ont tort. Je le dis très clairement, ils ont tort. Car quand on parle de gamme, restons sur le football, quand on parle de gamme de footballeurs, un footballeur joue avec quoi? Avec la course. Avec ses jambes. Si un footballeur ne court pas, il a beau être Messi, il a beau être Ronaldinho, il ne pourra rien faire. Donc en fait, la base de tout sportif, en fait, c'est la course. Donc celui qui dénigre en fait la course au détriment de ce que je pourrais dire à la partie athlétique, parce que c'est ce qui prime maintenant. Tout le monde ils font la partie athlétique, mais une maison, quand on fait une maison, on a beau donner une belle coup de peinture, mais si la maison n'a pas une véritable fondation, ça ne va pas durer longtemps.
Donc, pour répondre précisément à ta question, c'est qu'ils ont vraiment tort. Donc, je préconise beaucoup, et je dis bien aux éducateurs sportifs, et je ne fais que répéter ce que mes prédécesseurs disaient avant moi, parce que moi, je n'invente rien du tout. Il faut vraiment faire courir les joueurs. Ouais, il faut les faire vrai. courir. Moi, par expérience, j'ai eu des saisons où, même personnellement, je me suis moins bien préparé. Alors, tu peux être bon un certain temps, mais sur une saison, sur une durée, il n'y a pas de secret. Hein. Si on ne s'entraîne pas, même au départ, une préparation, il y a des périodes qui sont charnières, hein, on va dire, dans une saison. Et donc, que ça soit au début, à la mi-saison, il y a des périodes où on doit relancer la machine en quelque sorte. Il y a des cycles de travail. Et garder cette habitude de rythme et de prendre toujours et de faire de la course parce que, comme il dit, à un moment, pour se sentir bien, on doit passer par là. Quoi. Et puis, en deuxième position, je crois que c'est la musculation. Bien évidemment, je vais juste rajouter, bien évidemment, on ne parle pas de course comme un coureur à pied. On s'entend bien. C'est pas un marathonien, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du football, il ne fait pas du marathon. Mais il faut absolument que l'athlète court au moins quasiment tous les jours. Trouver une façon d'intégrer la course. Après, lorsqu'on parle de musculation, ça va de pair. Ça va de pair. La musculation permet tout simplement, c'est comme une voiture, hein, tu mets un gros moteur dans ta voiture, si tu renforces pas ces armatures, donc à un moment donné, les vibrations et tout ça, ça va casser le moteur et la voiture. Et puis ensuite vient tout simplement les étirements. Non, les étirements, ça c'est autre chose. Les étirements, c'est plus en fait pour éviter les blessures. Lorsqu'on fait de la prévention. C'est de la prévention, les étirements. C'est plus pour éviter. Ça donne beaucoup plus d'aisance à effectuer des gestes. Mais c'est vrai que ça aussi, il y a toute une philosophie, tout un raisonnement autour des étirements. Mais il en faut. Musculairement, même, ça aide aussi pour la récupération. Je sais que moi j'avais beaucoup de soucis de souplesse et je sais que je récupérais mal. J'ai toujours essayé, mais c'est vrai que c'est difficile tout seul. Et c'est là qu'on a besoin d'être accompagné souvent. Voilà. Concernant les étirements, juste un petit point, un dernier petit point, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire la différence entre l'assouplissement et les étirements. Parce que c'est pas pareil. Lorsqu'on parle d'assouplissement, là, à ce moment-là, on va parler plus de redonner une dimension à l'articulation. Et on peut parler aussi, après, pourquoi pas, du gainage, par exemple. Le gainage, ça fait partie de la musculation. Ça fait partie de la musculation. Voilà. Alors, est-ce que ce sont des techniques, Jean-Baptiste Bénéfice, est-ce que ce sont des techniques, des pratiques, pardon, que vous mettez un peu en lumière dans votre équipe? Mais ça, c'est toute logique. Oui. Non, parce qu'on a parlé de la course à pied, mais je crois savoir qu'il y en a beaucoup de clubs qui refusent. Il y a beaucoup de joueurs qui refusent. Chez nous, c'est pas refusé. C'est pas refusé. Il y a un cycle, il y a un moment, on doit faire la course. Il y a un moment, on fait les renforcements. Ouais. Tout est calé. Ouais. Voilà. Donc, un footballeur, comme il vient de dire, c'est pas possible d'être debout, de jouer au football, de courir sans ne pas courir. Alors, c'est pas possible. On fait un peu de pédagogie, si vous voulez bien. Donc, cette course doit durer combien de temps à peu près? Alors, sur la course, en fait, je fais référence souvent à un certain nombre de choses parce qu'on regarde la télé, on écoute, mais pas souvent qu'on comprenne. On entend maintenant, souvent on peut en dire, bon, je prends ici, hein, on vous dit qu'il a fait tant de distance. Il a fait tant de distance. Si on est capable de dire qu'il a fait tant de distance, c'est que lui, il a un certain nombre de distances à faire sur le terrain. Donc, on reste sur une évolution de 90 minutes de jeu. Ces 90 minutes de jeu, on doit les retrouver sur la semaine dans la course. Si on veut que nos joueurs ont un très bon abattage sur le terrain en fonction de son poste, au niveau des spécificités, mais en termes de volume, on doit le retrouver dans la semaine au moins 2 à 3 fois par semaine. C'est parfait. Vous êtes tous d'accord, monsieur? Oui. Voilà. Eh bien, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Ça va très vite. On n'a plus 2 heures, Steve. 1 heure. Et c'est le moment pour nous, tout simplement, de faire la conclusion. Je commence avec vous, Président. Écoutez, moi, je pense qu'aujourd'hui, la Dynamo doit prouver qu'elle mérite sa place. Nous sommes en compétition, nous sommes encore, puisque la Coupe de la Guadeloupe va reprendre au mois d'août. Oui. Nous sommes encore présents dans cette compétition. Nous pensons pouvoir
jouer le rôle qu'on doit jouer. Nous avons également le championnat, nous savons que c'est un championnat qui sera difficile, avec ces 2 phases. Nous devons nous battre, nous devons, dès les premiers matchs, être en capacité de pouvoir... Voilà, parfait. Bénéfiera très rapidement. Très rapidement, déjà commencer la saison parfaitement bien, parce qu'il y a un groupe, je dirais, assez homogène, qui ont tous les mérites. Donc, en aucun cas, je ne pense pas qu'on va manquer ce début de championnat. Max Nedor. Ouais, j'espère que cette année, on va montrer à tout le monde qu'on mérite la place et on va se battre jusqu'au bout. Alors Théo, moi, je tenais vraiment à remercier Canal 10 de m'avoir reçu et vraiment aussi la région, parce que c'est grâce à eux que maintenant je suis là et que j'ai pu partir vivre mon aventure en Écosse. C'est très bien. Joël Lambert. En tant que préparateur physique, je pourrais lancer l'appel en fait aux dirigeants de club de vraiment mettre la philosophie, créer ce dynamisme auprès des joueurs, la culture de l'effort et aussi la culture de la préparation physique au sein de votre club, car la performance est liée intimement avec la préparation physique. Steve. Eh bien, merci beaucoup et merci à la Dynamo d'être venu. On les attend pour la R1 la saison prochaine, enfin la saison qui arrive du moins maintenant. Et donc je souhaite surtout au petit Nestor, qui est maintenant grand, un bel avenir et de continuer dans cette voie de cette vie équilibrée de sportif. Et voilà, donc avec Richard, on va te suivre aussi de très près et on te souhaite très bientôt voir briller un peu devant nos écrans. Merci beaucoup. Merci messieurs, merci aussi ses amis téléspectateurs, merci à Kevin pour la réalisation technique de cette émission. Vous allez nous retrouver très prochainement pour une nouvelle émission, Nouveau C'est le foot. Bonne soirée à tous et à bientôt sur vos télévisions, à savoir Canal 10. Au revoir. Et 14 aussi.